Bonjour, je suis Daniel Beau, je dirige l'Institut d'études Calicanti et je vais vous parler du product content, de l'information produit, qui est un moyen de communication essentiel aujourd'hui pour mieux vendre à distance. Alors, dans cette présentation qui sera très illustrée, on va voir un certain nombre d'exemples, mais je vous propose dans un premier temps de vous donner quelques éclairages sur d'où je vous parle. Donc, Calicanti est un institut d'études, mais c'est aussi un laboratoire de recherche qui utilise toute une palette de méthodologies, dont vous avez un aperçu dans ce schéma. On a eu depuis maintenant une quinzaine d'années l'occasion de beaucoup publier des recherches sur un certain nombre de sujets, dont le brand content, la brand culture, les pop-up stores, prochainement le Big Cali, les études Cali à grande échelle. Mais ce qui nous amène aujourd'hui, c'est plus particulièrement des sujets autour des marques. Donc, dans la continuité du livre Brand Culture, qui est sorti en 2019, et de Brand Content, qui est sorti en 2020, et dont j'ai eu l'occasion de parler lors d'une autre conférence. Là, on parle aujourd'hui de Product Content. Alors, le Product Content, c'est l'information produit, on peut le dire, page produit, fiche produit, product telling. Il y a pas mal de mots et d'outils. En fait, ce sujet a fait l'objet d'une étude en 2019 que nous avons actualisée. Cette étude était composée à la fois d'un observatoire, d'une phase qualitative Cali Online, d'un audit sémiologique et d'entretien d'experts. Et c'est donc à partir de cette étude et de travaux qu'on a pu mener depuis que je vais vous parler de ce sujet qu'est l'information produit. Alors l'information produit, ça existe depuis longtemps, en particulier sur le lieu de vente. Il est courant dans les linéaires de trouver des éléments explicatifs, informatifs, sur les packaging, sur les rayons. Ça, c'est aux États-Unis. Chez Costco, on voit que même dans des boutiques de vente en promotionnel, on a des éléments informatifs importants détaillés qui sont fournis. Ça, c'est chez Best Buy, où on vous propose des comparateurs de produits. Ça, c'est une vitrine de chez Figaret qui ressemble à une fiche produit, c'est-à-dire qu'on a le produit avec un certain nombre d'éléments explicatifs. Et puis ça, c'est une pharmacie du Sacré-Cœur. Donc les pharmacies sont assez fortes en matière d'information de produits. Malheureusement, c'est pas toujours très esthétique, c'est un peu flashy. Et quand on est à 2 pas du Sacré-Cœur, c'est un peu dommage. Mais bon, en tout cas, c'est du point de vue de l'information sur l'efficacité, sur les fonctionnalités du produit, ce sont des exemples intéressants à regarder. Et puis, les restaurateurs vous envoient, alors sur Instagram, mais même quelquefois sur les lieux de vente, vous proposent des photos, des contenus pour vous aider à choisir les plats que vous allez emmener chez vous à emporter. Alors, après ce petit tour général sur l'information produit dans le lieu de vente, je voudrais insister sur le panorama et les dimensions clés de la fiche produit et du rôle qu'elle joue pour l'information à distance. Alors, la fiche produit, souvent, quand on pense fiche produit, on pense fond blanc avec un produit tout simple et on se dit que c'est quelque chose qui n'est pas très sophistiqué. En fait, quand on creuse un peu, on voit que, mais si, les informations produits et les fiches produits sont de plus en plus sophistiquées. Par exemple, si je vais chez Mano Mano, vous avez un certain nombre de contenus qui sont fournis, y compris des vidéos. Et en particulier chez Mano Mano, on a le droit à des unboxing clients, c'est-à-dire qu'on a des clients testeurs qui réalisent des vidéos commentées et qui vous mettent en scène le produit dans son utilisation. Alors, autre exemple pour montrer la richesse de l'information produit, quand vous allez sur la fiche Amazon Echo sur Amazon, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, vous voyez que la marque est présentée avec une grande richesse de détails, des détails aussi bien techniques, esthétiques, avec des illustrations d'usage, avec des commentaires. Et donc, on a quand même
une information alors diffusée sous forme de tranches napolitaines, une information assez riche. Alors, quand on va en Chine et sur Taobao, là, on peut constater que pour une culotte de laine qui vaut quelques yuan, on a pas moins de 54 photos montrant le produit dans un certain nombre de contextes d'utilisation. Là, c'est une influenceuse qui est mise en scène, mais cette influenceuse nous montre les produits à la fois de dos, de face, elle tire dessus pour montrer l'élasticité, on a le droit à des gros plans et toute une série de cadrages qui donnent l'impression de vraiment faire le tour du produit. Alors, les rois du product content, pour moi, c'est Apple. Apple qui sont extrêmement doués sur la capacité à mettre en valeur leurs produits de manière claire, design. Donc ça, c'est la dernière Apple Watch avec des effets de lumière, des effets de matière. Un peu avant l'Apple Watch 5, série 5, ce qui est intéressant quand on regarde cet exemple, c'est qu'on a l'impression de vivre le produit avec son poignet, de l'avoir, de le ressentir un peu comme si on le portait. C'est-à-dire que comme l'information produit a comme fonction de vous permettre de vous projeter dans l'usage, c'est important que l'illustration visuelle vous aide à voir le produit en situation. Donc, en l'occurrence, avec cet exemple Apple Watch, on voit bien cette capacité à animer le produit, à le faire vivre. Alors, si on doit situer le product content par rapport au brand content en général, je crois que c'est bien d'utiliser la typologie développée par YouTube il y a maintenant 4-5 ans, qui distingue les hero content, les contenus un peu spectaculaires et émotionnels, le hub content, les contenus centre d'intérêt, et puis le help ou le hygiene content, qui est plutôt le contenu utile et pratique. Concrètement, dans cette typologie, on voit que YouTube met les tutos, les how-to, les démos, les plus produits, donc toutes les informations concrètes et pratiques sur le produit. Donc c'est pourquoi on les appelle help content ou hygiène, c'est parce qu'elles permettent de répondre à des questions très précises que se posent les clients. Alors, venons-en sur les résultats clés de l'étude que nous avons menée sur le product content. Ce qui ressort de ce travail, c'est d'abord que l'infoproduit est incontournable parce que on est à l'heure du e-commerce et de la distanciation physique, c'est-à-dire que à partir du moment où on peut plus vraiment discuter avec un vendeur dans un magasin, où on est obligé de prendre des précautions, à partir du moment où on peut plus toucher le produit, par exemple chez Decathlon, on peut plus monter sur les vélos d'appartement, on peut plus les essayer, on peut juste les voir. Il y a besoin de pouvoir se prendre en main, sans toucher, se rendre compte de ce qu'il y a dans le produit. Et puis, un deuxième phénomène qui fait que l'information produit est incontournable, c'est que il y a 30 ou 40 ans, quand on voulait acheter un objet pour aller nager sous la mer, on achetait un tuba. Un tuba, c'était un tube qu'on mettait dans sa bouche et il n'y avait pas besoin de mode d'emploi pour savoir comment l'utiliser. À partir du moment où maintenant, chez Decathlon, on a des masques de snorkeling, notamment le produit EasyBreath, qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'il était aussi utilisé dans les hôpitaux, c'est très utile de savoir comment l'utiliser, comment le processus fonctionne, le fait de savoir qu'il ne faut pas l'utiliser à plus profond que 1 mètre de profondeur. Il y a un certain nombre d'éléments techniques liés à des mécanismes cachés qui peuvent être mécaniques, chimiques, des logiciels, qui font que les produits d'aujourd'hui ont besoin d'être expliqués. Alors, ça, c'est peut-être la slide qui dit vraiment le rôle du product content, c'est accompagner l'acheteur dans sa délibération. C'est-à-dire que l'acte d'achat, c'est le résultat d'un processus qui consiste à peser les options, à scruter l'objet, à le comparer, à regarder les avis, à déterminer sa préférence, à prendre sa décision. Et donc, dans ce processus, il y a 2 éléments clés. D'abord, il faut des informations suffisamment détaillées et objectives. Et par ailleurs, il faut
permettent d'expérimenter toutes les dimensions du produit, y compris visuelles et tactiles. Alors, information détaillée et objective. Par exemple, mes parents qui ont acheté récemment un appareil de type chauffage Dyson, il y a 2 informations qu'ils ont eu du mal à trouver et qui ont été importantes pour eux. Il y avait le bruit de l'appareil, en nombre de décibels, alors le bruit en vitesse maximale, et puis le nombre de kilowattheures consommés. Et c'était 2 informations qui n'étaient pas visibles dès le premier abord. Donc vous voyez, il faut être en mesure de vraiment fournir les données qui répondent aux questions des clients. Par ailleurs, l'information Product Content, elle sert à éclairer l'ensemble du parcours d'achat, c'est-à-dire en amont à donner envie d'acheter, à s'intéresser à la catégorie de produits, à découvrir le produit, à aider à arbitrer avec d'autres produits de la gamme, de la même marque ou d'autres produits d'autres marques, de guider dans l'achat et de se projeter dans l'usage parce que le mode d'emploi, les astuces d'utilisation sont intéressantes avant même d'avoir acheté parce qu'on a besoin de pouvoir se projeter et ça aide à se projeter. Alors, un autre exemple asiatique qui va vous montrer à quel point on peut aller loin dans le Product Content, c'est la marque Support du groupe Seb qui est vendue notamment sur Taobao. Dans cet exemple que vous voyez défiler, là c'est un scroll sur un smartphone. Vous pouvez constater la richesse de détails, la dimension comparative, les aspects techniques, la contextualisation des produits. On a toutes ces informations-là dans un temps limité, avec y compris, là dans le cas de cette fiche, les garanties et les comparaisons avec la concurrence. Donc ça, c'est la petite vidéo introductive qui fait 1 minute. Donc en 1 minute, ils réussissent à nous faire découvrir toutes les facettes du produit dans une vidéo qui est présente dès la première page. Et puis ça, c'est les avis consommateurs. Concernant ce produit, il y en a plus de 300 000 et ces avis peuvent être assortis de photos. Là, on a le droit de mettre 5 photos. Donc, les utilisateurs non seulement commentent en détail l'usage de leur produit, mais en plus, ils illustrent son utilisation avec des photos qu'ils ont réalisées eux-mêmes. Alors, si on doit un peu conceptualiser c'est quoi le Product Content, en fait, ça joue le rôle que jouait ou que joue encore un certain nombre de sources d'informations traditionnelles. Donc, traditionnellement, pour s'informer sur un produit, on a les médias classiques, la publicité, le public rédactionnel, les avis d'experts, donc l'information de produit, les bancs d'essai, les articles, mais également les supports de présentation, plaquettes, catalogues, sites de présentation, puis le bouche à oreille avec les avis d'utilisateurs, et puis tout ce qui se passe sur le lieu de vente, aussi bien l'expérimentation avec les 5 sens que les conseils du vendeur qui guident, et puis que l'univers complet avec la gamme, les accessoires et les concurrents. Donc ça, c'est l'information classique qui permettait de se décider sur un produit. Et aujourd'hui, avec le Product Content, on a sur le digital la possibilité de réunir aussi bien toutes les pages produits, l'univers produit complet, les conseils, les avis d'utilisateurs. La seule chose qui manque, c'est la visite en magasin ou le fait de pouvoir toucher le produit. Alors, il y a certains e-commerçants qui vous donnent la possibilité de le recevoir chez vous et de le renvoyer, si besoin était. En tout cas, on a rassemblé dans une notion, le Product Content, quelque chose qui, historiquement, était réparti sur le lieu de vente, les supports de présentation, les médias et le bouche à oreille. Et puis, pour terminer cette partie un peu panoramique sur c'est quoi le Product Content, je voudrais évoquer les registres qui sont en jeu. Donc, on a à peu près 6 registres qui vont de la découverte des usages, tout ce qui est mode d'emploi, astucier, simulateur, démonstrateur. Il y a tout ce qui sert à choisir, comparateur, guide de sélection, laboratoire d'essai. Il y a tout ce qui est retour d'expérience, avis d'experts, témoignages, communauté, galerie de réalisation, forum, témoignages vidéo, de plus en plus. Il y a le contexte législatif, les droits, les normes, la jurisprudence. Il y a la culture générale, l'histoire du produit, l'arrière-plan culturel. Et puis, il y a les coulisses de la fabrication, origine, ingrédients, processus, technologie, visite d'usine, démarche RSE. Et avec ça, vous avez un balayage
complète des différentes dimensions du product content. Alors, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que la fiche produit, elle est très différente selon les contextes. Quand on parle du masque, du fameux masque de snorkeling Easy Breath, à gauche, vous l'avez sur decathlon.fr, donc en tant qu'objet à vendre. À droite, vous l'avez dans la page Soubéa de la marque Soubéa, qui est la marque qui propose ce produit. Vous pouvez tout de suite voir deux univers totalement différents. Dans un cas, on vend en toute objectivité, dans l'autre cas, on informe et on séduit. En effet, la fiche produit de e-commerce, elle est rationnelle. Elle est sur fond blanc parce qu'il n'y a pas de place pour l'émotion. On est là pour donner des informations objectives, concrètes, sur les dimensions, les possibilités du produit. Alors que quand on est sur la marque, sur le site de la marque, on a le droit à une présentation argumentée, colorée, illustrée, avec un ton empathique, du contenu gratifiant esthétiquement, intéressant culturellement. Donc c'est vraiment deux logiques qui cohabitent, qui peuvent être, d'ailleurs, si je prends cet exemple de Dyson, sur le même site internet, sur le site de Dyson.fr, quand vous êtes dans les pages e-commerce, vous avez un fond blanc très technique. Quand vous êtes sur les pages de la marque, vous avez des vidéos de couleurs. Et là, je vous mets les deux vidéos en parallèle. Donc, vous pouvez voir deux ambiances d'informations très différentes. Une information très objective sur les fonctions à gauche, et puis un espace de marque qui met en valeur la technologie sur la droite. Pour conclure sur qu'est-ce qui fait un bon product content, je dirais que en priorité, c'est une présentation qui doit être efficace et complète, qui doit être visuelle. C'est presque un FAQ, une foire aux questions en images qu'on nous propose, avec une direction artistique moderne et claire, des avis riches et illustrés, et puis des outils d'aide au choix, filtres, comparateurs, avec également des zooms et des détails. Et ce qu'il faut éviter, c'est les longues phrases, c'est le côté très emphatique, très publicitaire au sens négatif, c'est-à-dire où on en fait exagérer ou détourner. On est dans un univers de communication où on attend des informations utiles et pratiques, et donc en évitant des choses qui soient des visuels trompeurs ou des choses qui induisent en erreur. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on peut améliorer sa communication produit, optimiser son product content. Et là, je vous propose un certain nombre de leçons qu'on a pu tirer de l'étude. Alors, tout d'abord sur le texte. Les produits qui se vendent le mieux sur Amazon ont un système d'arguments en 4 à 6 arguments qui sont exprimés sous forme de bénéfices consommateurs. Autre point important, la qualité de la photo. L'esthétique de la photo, un des facteurs de succès de la marque Frischti, c'est le fait d'avoir le même photographe depuis le début du lancement de la marque et d'avoir réussi à trouver un univers visuel goûteux qui donne l'impression d'une production artisanale de la nourriture. Voilà comment la marque Caval, qui propose des chaussures dépareillées, la chaussure de gauche est différente de la chaussure de droite, trouve comme procédé pour mettre en valeur cette distinction entre les deux types de chaussures, les deux côtés. Sur des sites comme Amazon, on a la possibilité de montrer quelque chose qu'on ne montrait pas avant, qui sont les différentes catégories de produits, c'est-à-dire les différents segments de la marque. Avant, on avait soit un produit donné, soit on avait la marque. Et là, on a la possibilité de montrer la palette. Alors là, on voit qu'il y a 15 catégories de produits, et à droite, on a mis en valeur la catégorie stylo bille, mais qui n'est qu'une des composantes de la gamme Storbic. Alors, les photos, quand on fait des photos dans une fiche produit, on ne fait pas des photos au hasard. On fait des photos qui sont là pour montrer les aspects critiques, les détails critiques. Par exemple, si vous choisissez un vélo, vous avez besoin de savoir comment fonctionne l'amortisseur, comment se situe le dérailleur, le frein,
Et d'une certaine manière, on répond par avance aux questions de l'acheteur en lui montrant les endroits qu'il a besoin de voir. Et c'est ça qui justifie le nombre de photos. Si je prends maintenant l'exemple du parapluie, le parapluie, on n'a pas simplement envie de le voir ouvert et fermé, on a envie de voir aussi des détails, on a envie de savoir combien de personnes peuvent tenir dessous, comment on l'allume, quel est le bouton déclencheur, quelle est la baleine, comment sont faites les baleines, comment sont faits les bras télescopiques, tout ça. Alors, les Asiatiques, ils sont particulièrement précis dans leur manière de nous montrer tous les détails en les mettant en situation. On l'a vu déjà dans 2 exemples, et là, vous avez dans une série. Donc, à droite, vous avez des exemples japonais. Donc, la différence entre, à gauche, les exemples chinois et à droite, les exemples japonais, c'est sans doute la dimension esthétique. On voit que l'esthétique est différente. Elle est plus harmonieuse, elle est plus cohérente sur la droite, elle est un peu plus criarde sur la gauche. Mais dans les 2 cas, on est dans un contenu qui est dense, qui est précis, qui est détaillé, qui est concret. D'ailleurs, dans cet exemple chinois, on montre à la fois le produit à gauche et à droite l'effet du produit. Donc on voit comment cet élastique fait travailler les muscles de la personne qui est en train de faire les exercices. C'est un procédé qu'on voit beaucoup dans les produits pharmaceutiques, le procédé et les effets. Dyson, qui est une des marques qui maîtrise le mieux le product content, a particulièrement bien réussi le choix des mots et des images, puisqu'ils arrivent à faire passer des messages. Là, c'est un comparatif. En haut, le produit Dyson, en bas, le produit de la concurrence. Ils arrivent à faire passer des messages avec une grande économie de moyens. Vous voyez, par exemple, dans ce visuel en haut à gauche, vous avez 7 fois le même personnage qui montre en une seule image 7 possibilités d'utilisation de l'aspirateur V11. Ils utilisent pour les aspects techniques des codes couleurs différents des usages. Donc, ils ont un procédé. Et là, on a l'impression d'être quasiment à la NASA pour comprendre comment fonctionnent les appareils Dyson. Alors, EMSA, qui fait partie du groupe SEB, a une gamme de produits qui jouent sur le côté naturel épuré, avec une lumière blanche. Et ce que je voudrais, c'est vous montrer un des produits qui est simplement un bac à glaçons. Et à travers une vidéo, la boîte à glaçons, on va voir comment en moins de 40 secondes, il nous présente le produit de façon à la fois claire, on comprend son fonctionnement, mais en même temps esthétique, en tout cas avec les valeurs de marque qui passent par le type de lumière, par le type de plan. Donc, on voit que c'est quelque chose d'assez sophistiqué, la communication produit. C'est pas juste montrer le produit sous toutes ses facettes, c'est le montrer d'une certaine manière qui soit en phase avec les valeurs de la marque. Vous voyez le choix des couleurs, et puis les ingrédients et tous les éléments qui symbolisent la fraîcheur. Et puis la surimpression de texte qui donne des éléments factuels tout au long de la présentation. Alors, dans un autre registre, Relinger propose des explications sur ses produits où il fait passer de l'émotion par le texte. Olivier Relinger dit « Quand j'étais adolescent, j'ai eu la chance de parcourir à mobilette les Balkans, la Hongrie et la Bulgarie. La culture de ces pays n'est plus simplement celle de l'Occident, mais etc. » Enfin, il raconte à la fois sa vie, il raconte avec beaucoup de sensorialité les épices, et il met en valeur la poudre des Bulgares, qui est un produit que je vous conseille, qui est délicieux à consommer, notamment avec des yaourts. Donc, si je conclus sur les critères de réussite d'une page produit, je dirais qu'il faut que ce soit une information, une approche informative et complète, hein, donc des informations qui soient claires et complètes, bien structurées, avec des éléments clés, avec des éléments de contexte,
et culturelle et d'histoire. Ensuite, il faut que ça rende un service utile et efficace, donc que ce soit du contenu produit dans une approche servicielle, généreuse, où on donne des conseils, où on pense à l'utilisateur, on pense à la rapidité de chargement, notamment à utiliser le minimum de temps pour délivrer le maximum d'informations. Et puis, d'un point de vue visuel et esthétique, une approche qui doit être très visuelle, picto, photo, vidéo, vignettes courtes, visualisation des utilisateurs, donc visuel et esthétique, parce que la direction artistique de ce contenu est essentielle pour communiquer l'univers de la marque et être vecteur de modernité. Il y a un autre aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est les aspects technologiques, puisque quand vous commencez à vous lancer dans du product content, vous vous retrouvez avec des milliers de contenus, photos, vidéos, hologrammes, etc. Et c'est pour cette raison que la société, le groupe Moët & Cie a mis en place une gestion technologique systématique de tous ces contenus qu'ils ont appelé AIR. Autre élément intéressant à savoir, c'est que des sociétés qui n'ont pas de site de e-commerce et qui donc passent par Amazon, Auchan ou Cdiscount comme Mattel et les Barbie, ils peuvent tout à fait avoir des fiches produits. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui proposent de relier à votre fiche produit un renvoi vers, à côté de chez vous, where to buy. Où est-ce qu'on peut acheter sur Internet ou géographiquement à proximité ce produit dont j'ai vu la présentation. Donc cette question du product content ne se limite pas, loin de là, aux e-commerçants. Elle concerne tout le monde. Alors, à l'heure où on parle de RSE, de produits responsables, c'est intéressant de faire un petit chapitre là-dessus, et notamment de voir quels sont les facteurs clés de succès. D'une manière générale, ce qui fonctionne en marketing responsable, c'est le fait qu'il soit stratégique, holistique, que ce soit sur l'ensemble de la gamme et pas sur un seul produit isolé, surtout singulier, parce que beaucoup de démarches RSE sonnent un peu génériques, donc il faut que ça résonne de façon unique avec la culture de la marque, pertinent, inscrit dans la durée et collaboratif, avec un bénéfice consommateur, une crédibilité et de la transparence. Alors concrètement, on s'aperçoit que sur les fiches produits, les informations sont surtout concentrées sur les ingrédients. Donc on a assez peu de détails RSE, parce que la fiche produit n'est pas le lieu pour détailler toute la stratégie RSE de l'entreprise, mais en revanche, c'est le lieu pour être précis et concret sur des éléments, les ingrédients, les éléments de sécurité, et d'être transparent sur la composition des matériaux. C'est beaucoup plus dans l'espace de la marque que là, on peut rentrer dans le détail de façon riche avec beaucoup de contenu. Donc, à gauche, vous avez la fiche produit du manteau de fourrure, enfin c'est de la fausse fourrure, puisque c'est de la fourrure végétale de Stella McCartney. Et à droite, vous avez le site de Stella McCartney où sont présentés les différents matériaux utilisés par la créatrice. Et donc, on voit bien deux registres très différents. Dans un premier cas, à gauche, registre descriptif, technique, et à droite, une sublimation de la démarche responsable avec des visuels allégoriques et une explicitation du sourcing. Autre exemple, Everlane, donc les chaussures Everlane. Donc on a une fiche produit qui donne tous les détails concrets et il y a un lien, il y a marqué See the Factory et on a la possibilité, en cliquant sur ça, d'accéder à la visite de l'usine dans laquelle est fabriqué le produit en question. Donc là, on rejoint une démarche de transparence qui est de plus en plus présente dans la communication produit. Alors quand on a affaire à un produit comme Sanitol, qui est un produit qui communique principalement sur son innocuité, le fait que quand on nettoie son appartement, on ne va pas se pulvériser des produits toxiques pour la santé. Eh bien là, du coup, c'est crucial de mettre énormément d'informations pour détailler les raisons de cette innocuité
détailler les ingrédients et le rôle de ces ingrédients. Sur Patagonia, là, on est dans une sublimation de la démarche, un peu comme on l'a vu tout à l'heure avec Stella McCartney. On a la matière, les technologies, la démarche responsable qui est détaillée sur le lieu de la marque. La sécurité, c'est une composante importante de la RSE. Donc, c'est pour ça que dans le site du masque EasyBreath, on donne un certain nombre d'informations sur des précautions d'emploi, parce qu'on est quand même dans le monde sous-marin, qu'il y a des risques et qu'il est essentiel d'informer sur ces risques. De la même manière, les produits Lego communiquent en bas à droite sur les risques d'étouffement des petites pièces de Lego, notamment avec les enfants de moins de 3 ans. Voilà un dernier exemple qui illustre l'aspect responsabilité-sécurité avec un produit vélo de la marque Decathlon qui nous montre tous les dangers dans la ville. Et à la fin, on a une offre de produits qui permet de répondre à tous ces risques. Alors nous, notre thèse, c'est que la communication de produit, elle évolue de plus en plus vers une notion de fiche produit animée. C'est-à-dire qu'on n'a plus nécessairement comme en publicité un message avec un début, un milieu et une fin, mais on a une espèce de boucle d'images qui vous explique, qui vous met en valeur le produit. Alors, dans les exemples de communication de produits remarquables qu'on a pu voir en 2020, il y a ce film absolument formidable de Eva Longoria où elle montre comment elle s'est appliquée elle-même le produit de coloration qu'elle a pu faire à domicile pour cacher ses cheveux gris. Alors, autre exemple, cette fois-ci qui vient de Facebook, c'est une publicité, une communication produit pour HelloFresh, donc la boîte qui propose des ingrédients pour faire des plats cuisinés. Et vous pouvez voir que cette boucle, quel que soit le moment où on le prend, est compréhensible. C'est-à-dire qu'on est immédiatement plongé dans le produit avec en haut la boîte et en bas les usages du produit. Autre exemple, Facebook toujours. Cette fois-ci, c'est le produit Philips. Donc, ce qui est impressionnant dans cet exemple de rasoir, c'est que on vous fait découvrir l'usage du produit d'une manière extrêmement précise, réaliste et pédagogique. Un peu comme si vous teniez le produit entre les mains. On vous le fait ressentir avec un luxe de détails. On a de plus en plus de ce qu'on appelle la communication native, de contenus informatifs qui sont proposés aujourd'hui sur les différents sites. Et je voudrais citer en particulier ce que fait Feed, qui est tout à fait intéressant. Feed qui le fait là aussi sur Facebook sous forme de témoignage d'utilisateurs avec un ambassadeur Feed. Et concernant la communication produit, voilà un exemple où le produit Kia est montré très en détail à partir d'une invitation à la découverte qui a été faite sur la page précédente. Alors, je voudrais conclure en vous disant pourquoi le product content est un enjeu majeur. Aujourd'hui, je dirais globalement, il est quand même relativement sous-estimé parce qu'on croit qu'il suffit de mettre la photo du produit et quelques explications pour remplir les objectifs. En fait, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus riche que ça. Alors, pourquoi le product content est majeur? D'abord parce que il réunit toutes les composantes de la communication. La publicité, la RSE, le e-commerce, la production, le pack, etc. Ensuite, parce que en termes de ROI sur les ventes, il a un impact absolument capital sur la conversion. Hein, on voit, et je sais pas, par exemple, Decathlon a pu nous raconter que entre la fiche produit initiale et la fiche produit nouvelle version telle qu'ils les ont mis en place, on a immédiatement 40% de ventes en plus. C'est-à-dire que c'est pas des infléchissements à la marge. Ça peut être, j'ai eu des cas de figure, 2 ou 3 fois plus de ventes simplement par l'amélioration de la qualité de la fiche produit. Ensuite, la fiche produit et le product content, ça représente des investissements
très important à la fois en technologie, parce qu'il faut gérer des bases de données techniques, ce qu'on appelle le PIM, Product Information Management, ou le DAM. Et puis en termes de production, je sais que le groupe SEB, si on doit pour chacun des modèles et pour chacune des couleurs des différents modèles prévoir pour toutes les langues des vidéos, des photos, ça fait des bases de données énormes à gérer. Ensuite, le product content, ça ne peut pas être abordé à la légère puisque ça nécessite une planification, une mise en cohérence. On doit définir des chartes, des factories, un déploiement international, un flux de données. Il faut donc coordonner la gouvernance en repensant les métiers et articuler le digital, la vente, le e-commerce, le marketing, la communication et le IT. Et tout ça, c'est décisif pour l'image de marque parce qu'en fonction du fait que vous aurez du product content de qualité ou du product content médiocre ou banal, eh bien, c'est toute votre image de marque qui sera en jeu. Et ça passe donc par la pertinence du contenu, la qualité de l'information et la direction artistique. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur le blog que j'ai créé en 2019 qui s'appelle productcontent.fr tout simplement. Nous réalisons régulièrement des études pour accompagner les marques dans l'optimisation de leur information produit, à la fois à partir d'une analyse de leur cas, du secteur et de tous les enseignements qu'on a pu tirer des différents secteurs et des différents pays. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que ça vous aura donné envie de vraiment vous focaliser sur le product content. À très vite. All for Content 100% digital, une production Dot Events et Broadcast Associés.